Bonjour, capsule vidéo aujourd'hui pour le chapitre Agir 6, stratégie de synthèse organique. Vous vous souvenez, tous les chapitres Agir qu'on a fait au fur et à mesure, c'est un petit peu des chapitres bilan et qui permettent, sans véritablement ajouter des notions nouvelles, de compléter ce qui a déjà été vu, de faire une petite ouverture et puis d'approfondir la réflexion. Donc ici, on va revoir finalement tout ce qui a été fait en chimie organique sur tout le lycée. Vous allez revoir différentes techniques vues sur toutes vos années de lycée. Donc, la première chose que vous devez savoir faire sur ce chapitre, c'est étudier des protocoles et essayer de les comparer. Donc là, je vous ai donné un exercice où vous avez deux protocoles qui sont proposés pour fabriquer la même espèce chimique, l'éthanoate de butyle, on vous dit présent dans les lacs et les vernis. Donc savoir faire l'étude de ces deux protocoles et savoir les comparer, c'est regarder un petit peu quels sont les réactifs qu'on a utilisés, les quantités de matière, est-ce qu'on a utilisé un catalyseur ou pas, à quelle température il faut travailler, parce qu'évidemment ça va coûter plus cher de travailler à température plus élevée, quelle est la durée de la réaction, etc., etc. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de préparer sur votre cahier un tableau qui ressemble à ça, chacun des deux procédés, et vous essayez de remplir chacune de ces cases avec l'énoncé qui vous est fourni. Vous n'avez peut-être pas la réponse à tout, mais a priori quand même, on peut remplir toutes les cases. Donc vous mettez pause, et puis moi je vais continuer. Donc sur ces deux procédés, si on veut arriver à faire une comparaison pour essayer de se dire je vais préférer le protocole numéro 1 ou numéro 2, on peut s'intéresser au rendement. Vous voyez que le rendement de la réaction ici, il est plus important dans le procédé 2 que dans le procédé 1. En plus, on travaille à une température moins élevée et moins longtemps. En revanche, on travaille avec des produits plus nocifs. Et puis le coût semble un petit peu plus élevé par réactif. Donc on met un peu tout dans la balance et puis on choisit en fonction de ce qu'on préfère. Donc ça, c'est une des premières choses qu'il faut avoir revues par rapport à notre ensemble de programmes. Deuxième chose, il faut être capable de repérer dans un protocole les 4 grandes étapes correspondant à cette synthèse organique. Une synthèse organique, c'est pas juste la réaction, c'est pas juste mettre le réactif 1, le réactif 2, pouf, chauffer un peu et hop là. Parce que à la fin, on va obtenir un mélange réactionnel qui aura peut-être encore des réactifs qui n'ont pas tous réagi, on aura du produit, peut-être qu'on aura une trace de catalyseur qui traîne au milieu de tout ça. Il va falloir qu'on arrive à récupérer seulement l'espèce chimique qui nous intéresse. Donc ça, c'est ce qui s'appelle le traitement. Le traitement peut se faire par extraction, vu en seconde et revu en première, ou lorsque l'on obtient un solide qui se sépare du mélange réactionnel, à ce moment-là, on fait une filtration. Les deux autres, là, c'est des étapes un petit peu plus... c'est des étapes finales, finalement. Pour ces deux exemples, je vous mettrai sur le S-Way 2 petites vidéos, histoire de vous rappeler un petit peu à quoi ça ressemble. Et puis une fois qu'on a récupéré notre produit, en fait, c'est pas le produit pur, il reste encore des impuretés. Donc on doit travailler ce produit pour arriver, le produit brut, pour arriver à ne récupérer véritablement que le produit pur. Et ça, vous avez fait l'année dernière une distillation fractionnée qui vous permettait, de mémoire, vous avez dû séparer le pentane de l'éthanol ou quelque chose comme ça. Donc là encore, je vous mettrai une vidéo pour que ça vous rappelle des petites choses. Et puis dernière étape, il faut vérifier quand même que le produit qu'on a obtenu, c'est bien celui qu'on voulait. Donc ça, c'est réutiliser ce qu'on a vu sur les spectres infrarouges, les spectres RMN, et bien évidemment un petit peu de chromatographie sur couche mince. À partir de ces différents documents, je vous laisse remplir le petit texte qui se trouve en dessous, qui va reprendre les grandes définitions que vous avez là. Vous faites une pause, vous remplissez, et puis moi je continue avec la correction. Donc les choix des techniques et du matériel à utiliser dépendent de l'état physique des produits. Si on fabrique une espèce peu soluble qui va donc précipiter du milieu réactionnel,
on utilise la filtration sous vide. Si par contre notre produit est toujours en solution, il va falloir se débarrasser du solvant. Donc soit par une extraction, soit après par l'évaporation du solvant. Et puis étape supplémentaire, si vraiment on n'arrive pas à se débarrasser de ce solvant volatile, on procède par distillation fractionnée. Donc pour un solide qui a précipité, pour le liquide qui est toujours dans un mélange homogène final, c'est deux techniques. Enfin, le rendement d'une synthèse est calculé comme le rapport de l'avancement final observé sur l'avancement maximal qu'on aurait déterminé avec notre tableau d'avancement. Et il dépend bien évidemment de plusieurs facteurs, la nature de la réaction, est-ce qu'elle est totale ou pas, de l'efficacité du traitement, si à chacune de toutes ces étapes supplémentaires de la réaction, on perd un peu de produit, le rendement final, il va en tenir compte. Et puis ça dépend aussi de la durée de la réaction. Donc, cette première partie, c'est vraiment il n'y a rien de nouveau, c'est juste un bilan et essayer de rassembler toutes vos connaissances sur cette partie-là. On va aller un tout petit peu plus loin, c'est qu'en chimie organique, on va se retrouver avec des molécules qui ont souvent plusieurs fonctions. Si je regarde cette molécule-là, elle a une fonction cétone de ce côté-là et un groupe nitro de ce côté-là. Alors, il y a aussi le cycle aromatique, mais lui, par chance, il n'est pas trop réactif. Et à partir du moment où on va avoir des molécules avec plusieurs fonctions, toutes ces fonctions peuvent réagir. Et c'est ça qui va être embêtant. Parce que si je décide que je veux transformer cette cétone, et rien que cette cétone, il va falloir que j'aille trouver un réactif qui effectivement ne réagit que avec cette cétone et qui ne va pas réagir avec le groupe nitro qui se trouve ici. Et inversement, si je veux m'intéresser au groupe nitro. Alors, si je regarde par exemple la voie A qui est ici, justement, elle n'a pas sélectionné l'une de ces deux fonctions. La fonction cétone s'est transformée en fonction alcool, et la fonction nitro s'est transformée en fonction amine. Le réactif ici, LiALH4, il n'a pas sélectionné la fonction sur laquelle il a réagi. Les deux fonctions ont réagi. On dit que ce réactif n'est pas chimio-sélectif. Par contre, si je regarde la voie B, j'ai transformé uniquement la fonction cétone en fonction alcool. Le groupe nitro n'a pas été attaqué par le réactif NaBH4. On dit que NaBH4 est sélectif de la fonction cétone. Et on peut aussi trouver un réactif qui est sélectif de la fonction nitro, qui va la transformer en amine, mais par contre qui n'a pas touché à la fonction cétone. Donc ça, c'est un deuxième travail que vous avez à faire sur l'ensemble de ces réactions en chimie organique, c'est savoir trouver, à partir des différentes voies qui vous sont proposées, quelle voie va être sélective ou pas. Donc je vous donne un deuxième exemple. Ici, on fait réagir une molécule qui a deux fonctions, fonction alcool, fonction aldéhyde, et je regarde par la voie A comment ont été transformées ces fonctions. La fonction aldéhyde a été transformée en fonction acide carboxylique et la fonction alcool a été transformée en fonction cétone. Ça veut dire que le réactif que j'ai utilisé dans la voie A, ce réactif c'est le permanganate de potassium, il n'est pas du tout sélectif puisque toutes les fonctions de la molécule ont réagi. Pardon. Si je regarde la voie B par contre, la voie B, elle laisse la fonction alcool tranquille. Elle va uniquement transformer la fonction aldéhyde en fonction acide carboxylique. Dans la voie B, le réactif que j'ai utilisé est sélectif de cette fonction aldéhyde. Le réactif qu'on utilise pour la voie B, c'est les ions argent du réactif de Tollens. Vous avez dû faire ça l'année dernière quand vous avez testé les fonctions aldéhydes. Alors, le problème, c'est que la chimiosélectivité des réactifs, elle n'existe pas toujours. Ou alors, elle coûte très très cher. Par exemple, les ions argent ici coûtent très cher. Donc, on va essayer de trouver une autre façon de faire. Cette autre façon de faire, elle vous est résumée ici.
que je vais passer directement sur la diapo d'après, pardon. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Cette fonction alcool, on ne veut pas y toucher. On veut la retrouver dans notre espèce chimique finale. Donc, ce qu'on va faire, on dit qu'on va protéger cette fonction. On va utiliser une réaction intermédiaire qui va transformer cette fonction alcool et la rendre non réactive. Donc, étape numéro 1, je transforme l'alcool en fonction ester. On dit que j'ai protégé l'alcool, il est potentiellement caché derrière cette fonction, mais il n'est plus réactif. Par conséquent, maintenant, je peux faire réagir ma fonction aldéhyde et la transformer en fonction acide carboxylique. Je peux reprendre le permanganate de potassium parce qu'il est beaucoup moins cher que les ions argent. Et du coup, je vais transformer uniquement cette fonction aldéhyde. Bien évidemment, dans l'étape finale, l'étape 3, je dois faire réapparaître la fonction alcool qui est cachée derrière ceci. Donc, retrouver ma fonction alcool de départ. Donc, grâce à cette protection des protections de fonction, j'ai transformé un réactif qui n'était pas sélectif, le permanganate de potassium, en un réactif sélectif. Et ça m'a coûté un petit peu moins cher. Par contre, il faut trouver ces fameuses réactions de protection des protections de fonction. Il faut que ces réactions soient sélectives, bien évidemment. Alors, transformer un alcool en ester, on sait faire et ça ne coûte pas trop cher. Mais surtout, il faut que cette réaction, elle soit réversible. C'est-à-dire que je puisse passer de l'alcool à l'ester, mais que dans une étape finale, je puisse retransformer mon ester en alcool. Si j'avais une réaction totale alcool vers ester, ça ne marcherait pas. J'ai besoin d'une réaction finalement équilibrée, qui se fasse dans les deux sens. Voilà pour la première partie.